Bonjour, moi je suis Virginie Ponel. Fabrice est en train de me dire quelque chose. Non? Ne me dis rien quand je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Bon, on est peu nombreux, je vois. Bon, effectivement, comme toujours dans les deuxièmes jours d'université d'été, mais c'est bien, ça va favoriser bien évidemment les échanges. Alors, je suis en compagnie, moi je suis Virginie Ponel, donc je crois que vous l'avez vu peut-être, directrice adjointe de l'espace éthique avec mon chat. Rassurez-vous, il est là. Et j'ai avec moi de précieuses amies qui se présenteront elles-mêmes au moment où elles parleront. Il y a donc Geneviève Mascarelli, parce que moi je commence à avoir quelques troubles, donc il faut que je regarde un petit peu mes notes. Liliane Imbert et Frédéric Lucet, et chacune d'elles parleront les unes derrière les autres, d'ailleurs dans l'ordre. Finalement, elles sont dans l'ordre. Donc moi, je vais vous faire un petit propos introductif sur ce sujet des aidants, avec déjà les résultats d'une enquête qui a été menée par l'espace éthique maladies neurodégénératives, parce que c'était... et c'est toujours encore malgré tout l'intitulé neurodégénérative. Nous pourrons en discuter un peu plus tard, mais c'est une enquête qui a été faite et menée par Pierre-Emmanuel Bregeron, que vous avez dû voir en atelier ou dans nos locaux, qui est membre de notre équipe et qui l'a effectuée avec Opinionway en 2015. Et elle s'intitulait « Accompagner un proche en perte d'autonomie suite à une maladie, motivation, vécu, aspiration ». Et nous nous sommes dit que ce serait intéressant quand même d'avoir quelques chiffres au départ et d'avoir un peu les résultats de cette enquête pour favoriser derrière, bien évidemment, la discussion, ce qui est l'objectif des forums qui sont pour moi plutôt des ateliers d'ailleurs. Donc c'est pour les résultats de l'enquête sont d'ailleurs disponibles sur le site de l'espace éthique dans leur intégralité, donc vous pourrez toujours les consulter. Et c'était quand même... à notre connaissance, et ce que disait Opinionway, la première fois en France qu'un état des lieux complet des motivations et du vécu des aidants avait été réalisé. Et il y avait quand même pas mal de questions autour des perspectives envisageables pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. Il en est ressorti l'information essentielle que l'aide des aidants à leurs proches est motivée par l'affection et l'amour qu'ils leur portent. Mais ce moteur qui les aide à traverser des moments difficiles s'est avéré être aussi un frein à faire appel à des soutiens extérieurs, même si ces soutiens auraient du sens. Bien qu'ils se sentent utiles à la société, les résultats de cette enquête montrent que les aidants ne s'estiment pas valorisés par celle-ci. L'objectif a donc été de créer le débat entre les parties prenantes en vue de solutions innovantes. Et c'est bien entendu ces avancées dont vont nous parler nos trois intervenantes. Mais avant de leur laisser la parole, je souhaitais rappeler quelques chiffres évocateurs de cette prise en charge par les aidants de leurs proches et issus de l'enquête. Alors, il s'agit tout d'abord du ressenti d'une aide lourde. En effet, 30% des malades vivent chez leur aidant et 44% chez eux. L'assistance apportée par leur aidant est donc le plus souvent lourde, aussi bien en termes de temps que de fatigue physique et psychique. Le périmètre de l'accompagnement est large, moral, donc présence, compagnie, soutien, mais aussi logistique, gestion administrative, courses, déplacements, tâches ménagères, repas. L'aide devient plus intense avec l'évolution de la maladie, de quelques heures par semaine à continu. Un aidant sur 3 est donc un aidant permanent. Ensuite, les aidants font part d'une motivation affective assumée, même si le découragement est un sentiment déjà éprouvé par la plupart des aidants. En effet, seuls 15% des aidants n'ont jamais été découragés. L'étude met en évidence un aspect jusque-là non identifié. L'accompagnement au long cours d'un proche ne relève pas, comme on l'imagine souvent, d'une démarche compassionnelle, mais d'un engagement moral non délégable et d'une expérience intime propre. Cette motivation se nourrit de ressentis multiples, sens du devoir familial, lien affectif fort avec la personne malade, sentiment d'utilité, crainte qu'une autre personne s'occupe moins bien du proche. Et à noter que pour 60%
63% des aidants, aider un proche ne change pas particulièrement la relation avec lui. Ce qui signifie en fait que leur affection peut aussi bien ne pas être entamée que ne pas être accrue. Enfin, 4 aidants sur 10 se sentent contraints dans ce rôle pour des raisons économiques. Et lorsqu'il y a obligation financière à s'occuper de leurs proches, pour plus de la moitié d'entre eux, cela n'est pas vécu comme une contrainte. Voilà. Et comme je vous le disais, il s'agit d'une activité dont les aidants parviennent à tirer des bénéfices, mais jugée non reconnue. Pour la majorité des aidants, donc 63%, leur activité se déroule bien, ils disent. Ils considèrent dans leur ensemble que le bénéfice de l'aide va d'abord aux malades, puis à la société, et dans une moindre mesure à eux-mêmes. Néanmoins, 85% d'entre eux estiment leur rôle très peu valorisé, même si 79% considèrent que leur aide favorise la création de liens forts avec le malade et les 2/3 avec la société en général. Enfin, 89% des aidants ont le sentiment de développer une expertise qui pourrait être partagée. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues et amis qui vont, chacune d'entre elles, parler de leur expérience dans les structures et associations d'aidants, de proches, de malades. Voilà. Geneviève Mascarelli, je te laisse te présenter. Alors elles vont vous... Allô ? Oui. Ça y est ? Elles vont vous exposer effectivement ce qu'elles ont à vous dire. Et après, évidemment, ce sera porte ouverte à toutes les discussions parce que, je le rappelle encore, c'est un atelier. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Geneviève Mascarelli, je suis infirmière et bon, j'ai quitté depuis quelques années le milieu hospitalier, mais pour me travailler au plus près des personnes âgées. Et je travaille au CCAS de Nice. Alors, je vous explique très rapidement ce qu'est le Centre communal d'action sociale de la ville de Nice. C'est un établissement public, communal, doté d'une autonomie juridique, financière et présidé par le maire. Donc, il y a pour mission différentes missions. Des missions obligatoires et des missions facultatives. Mais nous avons orienté au CCAS de Nice nos missions sur une action générale de prévention et de développement social, en étroite liaison avec les institutions publiques et privées. D'ailleurs, nous avons un collectif d'associations et de partenaires très très importants. Le CCAS aussi a une mission d'instruction des dossiers d'aide sociale au titre de la solidarité nationale et de la solidarité communale. Et il procède à l'analyse des besoins sociaux de la commune. À travers cette analyse, nous allons pouvoir mettre en place des actions pour développer un bien-être au niveau de notre population. Alors, nos actions s'orientent principalement autour de toutes les situations en précarité et autour des situations, des difficultés sociales des jeunes et des seniors. Pour ce faire, nous avons un certain nombre d'établissements qui vont répondre aux besoins des personnes sans domicile, comme un accueil de nuit, un accueil de jour. Nous avons des centres d'hébergement et de réinsertion. Nous accompagnons les femmes victimes de violences. Nous avons un accueil pour les jeunes en difficulté dès 11 ans. Nous avons des centres sociaux dans les quartiers comme l'Ariane, les Moulins, Roquebillière. Ça, c'est une première partie de notre intervention. La deuxième partie de notre intervention, et celle que je connais un peu plus précisément, ce sont toutes les mesures qui sont mises en place et tous les accueils pour les personnes âgées. Alors, nous avons 4 EHPAD, dont un avec une unité d'accueil spécialisée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous avons 3 résidences autonomie, un accueil de jour Alzheimer. La responsable est là, vous pourrez lui poser des questions en direct. Nous avons un service polyvalent d'aide et de soins à domicile avec des aides à domicile, des infirmières et des aides-soignantes qui vont au domicile des personnes âgées. Nous avons un portage de repas, environ 450 repas par jour. Nous avons une équipe spécialisée Alzheimer
et un service social senior qui prend en charge les seniors de la ville et avec une prise en charge d'environ 4500 personnes quand même par an, donc, ce qui n'est pas rien. Alors, pour ce qui est des aidants, en 2019, la ville de Nice a ouvert un service qui était dédié aux aidants et qui s'appelle l'adresse des aidants. Depuis le 1er janvier 2021, à l'initiative de Madame Ferralis, notre élue subdéléguée à l'autonomie, ce CCAS et l'adresse des aidants a rejoint le CCE. Ce service, l'adresse des aidants et le service qualité de vie, ont rejoint le CCAS de Nice, qui avait déjà toutes ces missions d'accompagnement et qui s'inscrivait plus naturellement du coup dans nos missions prioritaires et principales. Voilà. Donc l'adresse des aidants, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre objectif à l'adresse des aidants, c'est d'accompagner par une prise en charge globale, personnalisée, tous les aidants niçois qui se présentent à l'adresse des aidants, qui téléphonent à l'adresse des aidants. Et pour ce faire, nous avons étoffé l'équipe avec un assistant social et nous faisons autour de ces personnes qui viennent rechercher de l'aide, non seulement une analyse de leurs besoins, parce que aider une personne si on ne sait pas ce qu'elle veut, elle-même parfois d'ailleurs en tant qu'aidante ne le sait pas non plus, c'est notre rôle de l'accompagner vers des dispositifs qui existent et vers nos partenaires associatifs. Alors, je dirais bien que 54% des aidants, on l'a dit, n'ont pas forcément conscience qu'ils s'épuisent. Et notre rôle, ça va être conjointement de les accompagner avec l'institution, mais aussi avec les partenaires et le collectif, sans qui la prise en charge ne peut pas être optimale. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et je pense que c'est ce travail qui va être mis en exergue, cette collaboration qui va nous permettre d'accompagner au mieux tous les aidants et de trouver des accompagnements et des réponses personnalisées à leurs besoins et à leurs attentes. Voilà. Alors je vous invite aussi, puisque mercredi prochain, nous avons la Journée nationale des aidants au CUM. Vous pouvez vous inscrire. Je vous donnerai les numéros de téléphone tout à l'heure. Je fais un peu de publicité, tant qu'à faire. Nous avons tous nos partenaires associatifs. Nous signerons une charte d'éthique et de valeurs communes. Et voilà. Et au fil du temps, je vous expliquerai un petit peu plus aussi nos dispositifs. Je passe la parole à Liliane Imbert. Voilà. Bonjour déjà. Je m'appelle Liliane Imbert, je suis présidente de l'association France Alzheimer 06. Durant ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai une expérience au niveau de la gérontologie parce que j'étais responsable d'une circonscription d'action médicale et sociale à la direction de la santé du conseil départemental et que l'on faisait de la polyvalence intégrale. On s'occupait de la population de 0 à 99 ans. Donc la gérontologie, c'est un passage que je connais bien. Au niveau de l'association France Alzheimer, je suis présidente et bénévole depuis une dizaine d'années, présidente depuis 3 ans, 4 ans maintenant, oui c'est ça. Et je voulais dire que nous faisons partie du collectif des aidants, une des associations partenaires de l'adresse des aidants, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration et aussi en étroite collaboration avec les élus locaux de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur. En 2018, avec la fondation Alzheimer Médéric, moi j'avais un petit peu insisté auprès du maire pour être ville amie Alzheimer. Et c'est ce qui a été fait donc en 2018, Pascal, hein, c'est ça? Exactement, excusez-moi, oui. C'est ça. Le 9 septembre 2019, donc Monsieur le maire a signé une charte ville amie Alzheimer et l'objectif c'était d'ouvrir l'espace public à toutes les familles dont un proche était atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie neurodégénérative. Voilà. Donc, moi, je tiens à dire
que notre association, rattachée à l'Union nationale, a un adage très particulier auquel j'y tiens beaucoup. C'est un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Notre mission, donc, c'est d'accueillir ces familles-là, de les informer sur tout ce qui est accès aux droits, de les soutenir, de les former, mais aussi de sensibiliser les pouvoirs publics à tous les problèmes que l'on rencontre et aux solutions que l'on peut apporter ensemble. Nos organismes de tutelle sont bien sûr l'ARS, le conseil départemental, la caisse primaire d'assurance maladie, et nous travaillons avec l'ensemble des élus locaux du département. Voilà. Donc les aidants, c'est notre priorité. Le pourquoi des choses, parce que ces familles-là, ayant un proche atteint d'une maladie neurodégénérative, eh ben c'est du 24/24. C'est pas toujours évident. Pour nous, le répit, c'est une nécessité. Depuis 2014, nous avons créé une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Alors bien sûr, je prends l'exemple de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie neurodégénérative. Cette maladie, elle fait peur, elle isole. Et très souvent, l'aidant se replie sur lui-même et est centré sur son proche malade. Et nous, association, eh bien, on est près de ces familles-là pour les aider à accepter la maladie, à recréer du lien social, à ne pas se trouver isolés, à rencontrer d'autres familles qui sont plongées dans le même désarroi qu'elles, et surtout de les former. Et au niveau de la formation des aidants, nous avons des témoignages d'aidants assez drôles, quelquefois, mais quelquefois assez douloureux. Alors, j'insiste là-dessus, le proche qui a un malade atteint de la maladie d'Alzheimer, quelquefois se trouve coincé dans une situation, s'oublie lui-même. Alors bien sûr, il y a des conjoints, des conjointes, des enfants, mais l'épuisement des aidants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je n'oublie pas non plus cette catégorie de population, ces aidants en activité, qui la plupart du temps ont une double journée. Quelquefois, les employeurs arrivent à mal interpréter leur absentéisme ou leur manque de concentration. Nous, association, on a été vers ces employeurs par le biais de la médecine du travail pour les sensibiliser au rôle d'aidant, au statut d'aidant qu'un aidant en activité peut avoir. Parce que souvent, cet aidant, on dit il est dépressif, on va lui faire un arrêt de travail, mais personne ne sait à quel point il peut souffrir en ayant une double vie après ses heures de travail. Et ça, j'insiste là-dessus, et nous les accompagnons. Nous essayons de les sensibiliser à s'occuper un peu d'eux-mêmes et à leur offrir surtout du répit. Alors, le répit, chez nous, ça passe par plusieurs formes. Au niveau de l'Institut Claude Pompidou, nous avons un accueil de jour d'une capacité de 25 places qui a un double objectif. C'est d'offrir aux malades un panel d'activités très diversifiées, comme des ateliers cognitifs, de la médiation animale, de la boxe thérapeutique, du ping-pong. Il y a plein de choses qui se mettent en place et qui sont innovantes, parce qu'on fait preuve aussi d'imagination. Et le double objectif, c'est d'offrir un véritable temps de répit aux aidants. Mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile, parce que certains aidants, quelquefois refusent. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner, et c'est une politique de petits pas, à faire accepter son proche. Et ça, on le voit très souvent. Donc, on ne les laisse pas tomber. On n'a pas non plus laissé tomber ces aidants pendant toute la période Covid. On les a appelés. Je peux dire que le soutien psychologique, ça a été une des priorités. Ils se sont sentis soutenus. Ça leur a fait plaisir. On leur a offert aussi des activités en visio.
On a rappelé les cahiers d'activités, les transmissions, toute l'équipe les appelait très régulièrement. Ça a fait un énorme plaisir, ils se sont sentis soutenus. Et après la période Covid, eh ben, ils se sont adressés aussi à nous. Et là, il y a un autre chemin qui s'est instauré, à savoir ne pas rester seul avec la maladie. Faire parfois un deuil blanc, parce que la personne que l'on a connue n'est plus la même. C'est terrible pour un aidant de ne pas être reconnu par son proche. Voilà. Donc, je veux dire que la notion de répit, c'est une nécessité. Et depuis avril de cette année, notre association a mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle le temps libéré. Le temps libéré, c'est une évaluation qui est faite au domicile de la personne par une psychologue. Donc, il y a une AMP, une aide médico-psychologique, qui se rend à domicile, qui s'occupe de l'aider, pendant que l'aidant peut vaquer à ses propres occupations, peut aller voir un médecin, peut faire ce qu'il a envie, mais d'offrir vraiment à l'aidant du temps libre pour lui. Cette prestation est complètement gratuite, elle s'échelonne sur 10 prises en charge, il n'y a pas de durée dans le temps, et ça offre vraiment un véritable temps de répit. Là, bon, moi je suis prête à répondre à toutes vos questions si la salle vient. Mais pour l'heure, je vais passer la parole à Frédéric. Ça marche? Oui. On va regarder chacun nos micros. Alors, merci. Ça marche pas? Il faut que tu appuies sur le bouton. Il faut que j'appuie sur... Tu remontes le bouton. Hop là. Non, là j'ai descendu, ça marche pas. Et tu montes. Ok, bah là ça marche. Alors, je suis Frédéric Lucet, je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai une longue histoire de travail avec les aidants. Ça remonte il y a longtemps à l'UNAFAM, le service écoute famille, et les groupes de parole de parents de malades psychiques. Et puis je me suis orientée ensuite vers le champ de la protection de l'enfance et l'accueil familial, puis ensuite la gérontologie, et j'ai découvert le milieu Alzheimer. Et tout ça pour vous dire que je suis là à 2 titres. Je fais partie du collectif Adresse des aidants de Nice, mais en fait c'est le 3e titre. Je fais aussi partie du collectif Je t'aide. Et le collectif Je t'aide a beaucoup travaillé sur... le collectif Je t'aide a été créé en 2015 pour porter la voix des aidants et offrir un espace d'expression, essentiellement par le biais d'appels à témoignages en ligne, d'enquêtes, de sondages et de recherches. Et j'aimerais partager avec vous quelques résultats d'une étude qui a été faite pendant le confinement au sujet du vécu des aidants et de la situation des aidants devant la fermeture générale et en particulier la suspension de tout ce qui peut être aide à domicile, accueil de jour, etc. Donc si ça vous intéresse, j'ai des résultats là-dessus que je peux vous présenter. Et puis pour parler du plaidoyer de cette année, de la JNA de cette année, qui est sur le thème de l'isolement des aidants, donc vous ne serez pas surpris de savoir, le thème de la JNA, il est toujours choisi par un sondage auprès des aidants, pareil, en ligne, sur la base du volontariat, et c'est l'isolement qui a été choisi cette année, évidemment, hein, Liliane en a parlé, Geneviève en a parlé aussi. Et puis enfin, les besoins de répit qui ont été exacerbés par la situation actuelle avec le Covid, avec le confinement et avec l'enfermement à domicile avec son proche, quand c'est le cas d'un aidant qui est cohabitant avec une personne malade. Et à ce moment-là, c'est mon intérêt depuis 10 ans. Je travaille avec une bande de collègues activistes à mettre en place un service de répit et accompagnement au domicile de durée longue qui s'appelle le baluchonnage, que je peux vous présenter si ça vous intéresse. J'ai l'impression de faire un propos introductif, mais on peut peut-être... voilà. Donc ça, je vous dis de quoi j'aimerais vous parler et je peux repasser la parole et revenir plus tard à la parole. On va peut-être reparler de l'isolement, justement. Je crois que c'est une bonne... c'est un des sujets principaux. Et Virginie a un témoignage concernant l'isolement.
J'ai Madame Cabrera qui n'a pas pu se rendre ici aujourd'hui avec nous, mais qui m'a transmis son témoignage. Elle est membre du CPAE, le Cercle des proches aidants en EHPAD. Et donc, elle nous a transmis un témoignage que je vais vous lire. Donc, au nom du CPAE, elle dit « Ce qu'on attend de l'équipe de l'EHPAD où vit notre parent, premièrement, enfin je ne vais pas vous donner tous les chiffres, que notre parent soit considéré comme un citoyen à part entière et non pas comme un objet de soin ou un sous-être humain en raison de son état de dépendance à autrui, que la parole de notre parent, même quand elle est rare, soit écoutée et entendue, que notre parent ne soit pas malmené et bousculé par des soins effectués trop rapidement par manque de temps et de personnel, que des temps d'échange réguliers soient prévus avec le médecin coordonnateur et l'IDEC afin de pouvoir parler d'égal à égal, de l'évolution de l'état de santé et ou de dépendance de notre parent, que nous soyons associés aux choix qui changent la vie de notre parent, tout particulièrement la décision de lui mettre des protections au lieu de l'accompagner aux toilettes ou de le passer à la nourriture mixée, que tout soit fait pour éviter la gravatisation de notre parent et donc que tout soit fait pour favoriser son autonomie. Pouvoir aller et venir dans sa chambre comme il le souhaite et quand il le souhaite et non pas en fonction des décisions prises par la direction de l'établissement, elle et elle seule. Son studio est son domicile, son intimité. Ce qu'on ne veut plus, être considéré comme des intrus ou des empêcheurs de tourner en rond quand on souhaite passer du temps avec notre parent, ne pas être suspecté ou accusé de ne pas avoir coupé le cordon quand on demande d'échanger sur les décisions prises concernant nos parents, devoir se justifier encore et toujours et ou demander une autorisation quand on souhaite passer du temps avec notre parent dans ou en dehors de l'EHPAD, et enfin, ne plus faire de la figuration lors des réunions du CVS, qui doit être non seulement une instance de dialogue, mais aussi et surtout de décision partagée, résidents, famille, personnel, direction. Voilà. Le témoignage de Madame Cabrera. Je vous laisse la parole. Alors, ce témoignage nous montre bien que l'isolement de l'aidant, il est, même quand la personne est placée en institution, on ressent cette difficulté à rentrer dans l'institution et à dire, ben voilà, moi je suis là, moi ça fait 50 ans que je vis avec cette personne, je sais ce dont elle a besoin, je sais comment l'accompagner et je sais comment faire. Voilà, ça veut dire aussi, prenez en compte que moi, en tant qu'aidante, je sais depuis des années que je vis avec cette personne. Effectivement, et puis je vais repasser la parole sur l'isolement de la personne et la culpabilité de la personne qui va laisser en institution, rentrer en institution, la personne avec qui il vit depuis tellement longtemps, ou son papa, sa maman. Je pense que c'est une décision tellement difficile que effectivement, l'institution, l'EHPAD doit accompagner, ce qui est compliqué, accompagner et prendre en charge aussi bien la personne qui va rentrer en institution que la personne qui accompagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ressent tout à fait cet isolement pour les personnes qu'on laisse, ce sentiment d'abandon. Alors, il est vrai que dans l'ensemble des maladies neurodégénératives, le maintien à domicile a ses propres limites. Et malheureusement, quelquefois et très souvent, on arrive au placement en institution. Et ça, on a un rôle de déculpabiliser les familles qui portent un certain fardeau et qui, lorsque leur proche est placé, vont chaque jour les voir et ne s'autorisent pas à ne pas y aller. Alors, conséquence, c'est que l'aidant s'épuise. Et s'épuise à juste titre parce que non seulement il aide son proche, mais aussi il peut aider d'autres résidents dans la même structure. Et il y va tous les jours, quoique son adresse, même s'il est domicilié très très loin. Donc ça pose problème et nous apprenons justement à ces familles à se déculpabiliser, à prendre du temps pour eux-mêmes et surtout à s'autoriser à ne pas y aller tous les jours.
Parce qu'un malade d'Alzheimer, 10 minutes après, il se souvient de rien. Ça, il faut le dire aussi. Je vais peut-être rebondir. Il marche maintenant, hein, le micro? Ouais. Je vais peut-être rebondir justement sur à la fois la question de l'isolement, de l'épuisement et du répit. Et j'aimerais pour ça on en a déjà parlé un peu plus tôt, je crois que c'était hier, d'éviter de séparer et de cliver artificiellement le domicile et les institutions, les établissements. L'intéressant, c'est de pouvoir jouer avec une palette de solutions et de pouvoir adapter la prise en charge de la personne, alors de la personne aidée et à la situation dans laquelle elle est, et d'inclure à l'évaluation de cette situation les relations d'attachement de cette aidée avec ses proches et vice-versa, les relations d'attachement que ses proches entretiennent avec elle. On pourrait avoir l'image d'une bobine, d'une pelote de laine avec de multiples fils qui sont comme finalement une sorte de mobile qui tient en équilibre, et on a du mal à tirer sur ces cordes-là qui sont des cordes affectives. Ce que j'entends, c'est le souci, en particulier Madame Cabrera, le souci que son proche soit reconnu et accompagné le mieux possible. Et en tant que professionnel, je dirais que ce souci-là, il concerne l'établissement tout autant que le domicile. Et on sait qu'ils ont été mis à rude épreuve pendant l'expérience du Covid. L'expérience du Covid, je vais revenir sur le travail de Franck Guichet, qui a fait pour le collectif Je t'aide une enquête qui s'appelle « Les aidants à l'épreuve du confinement ». Je pense que c'est intéressant que vous entendiez parler de ce travail. C'est une enquête qui a été faite en ligne. Je vais vous donner les dates parce qu'elles sont éclairantes. Du 27 avril au 24 mai 2020, donc pendant le confinement et juste à l'issue du confinement. C'était une enquête dont le lien a été diffusé par le collectif Je t'aide et les 27 associations qui le composent. Volontariat des réponses. Donc les gens qui étaient intéressés ont répondu à une série de questions peaufinées par Franck Guichet et son équipe d'Hémicité. Il y a eu 789 répondants. Elle a été en ligne 1 mois, cette enquête. C'était pendant le confinement, et les aidants qui étaient enfermés avec leurs proches, ils n'avaient peut-être pas tant de temps que ça pour répondre, mais ils avaient peut-être très envie qu'on sache ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc, je suis désolée parce que ce n'est pas des verbatims, c'est des chiffres, mais ça nous donne déjà une petite idée de ce qui a été vécu. Sur ces 789 répondants, de manière étrange, 88% des répondants sont des femmes. Je ne ferai pas de commentaires. Et 45% des répondants aident leurs proches depuis plus de 10 ans. Les proches aidés sont, pour un tiers, des adultes en perte d'autonomie. Donc, vous connaissez les personnes justement atteintes de maladies, par exemple, neuroévolutives en grande part. 23% sont des adultes en situation de handicap et 26% sont des enfants en situation de handicap. Les aidants sont donc des parents ou des conjoints le plus souvent. Ils sont dans 70% des cas cohabitants, donc on est bien dans le conjoint ou dans le parent d'un enfant. Voilà. Et puis 51% des aidants qui ont répondu, ils sont seuls à aider. Et pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? 56% des aides à domicile ont été suspendus. Et 21% des aidants qui répondaient, ce n'est pas tous les aidants de France, on est d'accord, ce n'est pas une enquête épidémiologique, mais 51% des aidants qui ont répondu à l'enquête se sont trouvés sans solution pour prendre soin de leurs proches. Ils ont donc, pour un tiers, fait eux-mêmes des gestes pour lesquels ils n'étaient pas formés. Et 55% des aidants ont fait ce que les professionnels font d'habitude. Moralité, sur les indicateurs de charge ressentis, vous avez une augmentation. En fait, quand vous regardez les schémas avant-après, ça part à l'extrême. C'est-à-dire que vous aviez une sorte de courbe de Gauss pour la charge perçue entre 0 et 10, et vous avez la forme de la courbe qui part vers le 10. Je crois que c'est 2/3 des personnes. Non, on avait 68% avant le confinement qui déclaraient des niveaux de charge de 7 à 10, c'est le maximum. Et pendant le confinement, pendant l'étude, 90% des aidants déclarent un niveau de charge lourde à très lourde. Donc, entre les réponses 7, 8, 9 et 10. Et je crois que pour 10, on arrive à 60%. Ça, c'est de mémoire. Donc, ce sont des chiffres dramatiques
avec un niveau d'inquiétude par rapport à la pandémie, par rapport à la contamination, par rapport à la fragilité, par rapport à la difficulté à vivre pour la personne aidée qui est surfragile dans le contexte pandémique, mais aussi pour l'aidant qui ne sait plus s'il doit faire une bulle au domicile en faisant rentrer personne ou si on peut encore vivre un peu. Pour autant, l'intensité affective des relations, elle a été mise à rude épreuve par le confinement. Il y a eu des troubles du comportement, des difficultés avec les déambulations, les besoins de motricité qui étaient contraints comme pour tout le monde, mais plus gravement pour personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple. Mais vous avez aussi eu une satisfaction à rapprocher la relation intime avec le proche et à approfondir la relation affective. Et ça a été aussi témoigné dans cette étude. Et puis la situation de difficulté a poussé les aidants à trouver des solutions et à en inventer ou à aller chercher de l'aide, ce qu'ils n'avaient pas fait jusque-là. Du coup, cette enquête est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'il y a une ouverture sur les enseignements qu'on peut tirer de la crise et ce qu'on peut en apprendre pour aller chercher des nouvelles solutions. On voit bien que la difficulté, c'est le huis clos, l'isolement, le confinement et le fait d'être seul auprès d'une personne qui a besoin d'aide, qui rend la charge lourde, le temps passant éventuellement de plus en plus lourde et portant un danger pour l'aidant autant que pour l'aider et la relation entre les deux. Sans parler des désinsertions professionnelles, de la précarisation des aidants, des impacts sur la santé, etc. Mais alors du coup, il y a un dispositif qui a été inventé au Québec il y a maintenant 21 ans et demi, puisque c'était au printemps 1999, précédent millénaire. C'est le baluchonnage. Et le baluchonnage consiste à faire intervenir au domicile auprès de la personne aidée un professionnel unique, spécialement formé et accompagné, qui vient remplacer l'aidant dans toutes les activités de la vie quotidienne auprès de la personne aidée, avec patience, humour et douceur. Ça, c'était l'offre d'emploi initiale. Ce qui permet à l'aidant de quitter le domicile plusieurs jours d'affilée en toute tranquillité d'esprit. Alors, puisque c'est un professionnel unique 24 heures sur 24, vous imaginez bien que travailler 24 heures sur 24, ce n'est pas un truc très, très facile à faire. Une des premières fois où l'inventeur de ce dispositif est venu en France, Marie Gendron, infirmière, docteur en sciences infirmières de l'Université de Liège, elle est allée à l'Université Lyon 2 présenter ce dispositif qu'elle venait de démarrer au Québec à des infirmières françaises qui lui ont dit « Mais vous n'y pensez pas, faire travailler des infirmiers 24 heures sur 24 auprès d'un malade d'Alzheimer, c'est juste pas possible, on n'y arrivera jamais. Vous pouvez pas faire... » Pardon ? La loi l'interdit et en même temps, comme pratique professionnelle, ça paraissait échevelé comme demande pour un professionnel. Et puis Marie Gendron a dit « Mais vous savez, moi au Québec, justement, j'ai rencontré des aidantes et elle-même avait accompagné sa mère. On le fait en tant qu'aidant, on n'est pas formé, on n'est pas rémunéré, on n'est pas valorisé. Donc bon, peut-être qu'on a aussi besoin de temps en temps de prendre l'air et de se reposer pour éviter les situations extrêmes d'épuisement ou de dégradation de la relation aidant-aidé et des situations de maltraitance. Et donc elle a mis en place ce dispositif au départ en réponse aux demandes des aidants, parce qu'elle arrivait à faire des formations pour les aidants en disant voilà ce qu'il faut faire. Les aidants disaient Madame, vous êtes bien gentille, on voit que vous êtes bien compétente et bien diplômée, mais vous ne savez pas ce que je vis moi avec mon proche à la maison. Vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a que moi qui le sais. Je suis seule à savoir ce que c'est que d'accompagner mon mari. Et Marie Gendron, elle écoute et elle dit si je venais chez vous, est-ce que je comprendrais mieux ? Vous commenceriez à mieux comprendre. Mais si je venais chez vous plusieurs jours, là, vous en auriez déjà une petite idée. Et c'est cette singularisation qui est tout l'enjeu du baluchonnage. Alors, premier enjeu, un professionnel unique spécialement formé et accompagné avec tout un dispositif de protection du professionnel et de compétences, c'est rassurant pour l'aidant. Le but, c'est de tisser une relation de confiance pour que l'aidant puisse partir en toute tranquillité d'esprit, parce que sinon, ce n'est pas du répit. Si je pars et que je me fais du souci, je préfère encore rester à la maison. Voilà, on sait tous, on a tous fait cette expérience. Et donc, il faut que ce soit un vrai répit en ayant passé la confiance et passé la responsabilité morale du proche fragile,
non seulement à la professionnelle qui intervient à domicile, mais à l'employeur qui l'a formée et qui la soutient pendant toute la durée de la mission, qui a préparé la mission en amont avec une évaluation de la situation de l'aidé, de la relation à l'aidant, du domicile, des risques, et puis qui demande à l'aidant en amont quelles sont les situations difficiles que vous vivez à la maison et qui vous sont difficiles à vivre et qui pourraient vous amener à plus pouvoir garder votre proche avec vous à la maison. Et ces situations-là, qui sont très particulières à chaque situation, hein, c'est l'aidant qui dit moi c'est la toilette, quoi, c'est trop compliqué, j'en peux plus, et c'est des occasions de conflit, et c'est des occasions où on pourrait aller vers la violence. Eh bien, la baluchonneuse, pendant sa mission, alors au Québec, c'est de 4 à 14 jours de mission de baluchonnage. En France, pour l'instant, c'est de 3 à 6 jours. Elle a une mission qui est de trouver des solutions aux difficultés exprimées par cet aidant, auprès de cet aidé, dans ce domicile, au moment où on intervient. Et donc, le répit s'accompagne, dans la mesure du possible, et si on y arrive, à l'apport de solutions pour faciliter le retour de l'aidant après le répit et pour apporter des astuces, des trucs, des aménagements du domicile pour qu'au retour de l'aidant, il y ait une facilitation de l'aide qui soit opérée par le biais du baluchonnage, qui est aussi une intervention au domicile. Donc là, je vous ai fait un tableau très rapide et je vous laisse rebondir. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que le professionnel ou la professionnelle ne s'attache pas à un moment donné de façon excessive au patient ou à la patiente ? Là, de façon difficile après, s'il se passe quelque vous chose. utilisez un mot-clé, là, un mot gâchette. Moi, c'est un mot qui me fait quelque chose parce que je suis une farouche de l'attachement. Je suis une farouche de l'attachement et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les choses qui concernent la maison de Loxy. Le maternage insolite, c'est un très beau documentaire de Martineau. Son prénom, c'est quoi ? C'est Philippe, peut-être, je ne sais plus. C'est une pouponnière où Amy Pickler, qui avait monté cette pouponnière pour petits orphelins, interdisait aux nurses d'embrasser les enfants. Et on parle, c'est des bébés, hein, je parle de nourrissons et de bébés. Et on se dit, mince, c'est horrible de ne pas pouvoir embrasser les bébés. Et on se demande tous pourquoi ça. Et en fait, je crois que, je ne suis pas sûre, je crois que c'est pour que l'affection qu'elle développe passe dans le geste attentif et dans la considération aussi gestuelle et verbale, dans le holding très précautionneux de cet enfant. Et elle passait cette histoire d'attachement, on sait que c'est un besoin du bébé, donc il faut qu'il ait une nurse qui lui est dédiée. Comme nous on dit, il faut que la baluchonneuse, elle soit reconnue par la personne aidée. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un relais de professionnels 12 heures pour couvrir 24 ou 3 x 8. Enfin ça c'est de l'arithmétique, mais ça ne marche pas dans le cœur, ça ne marche pas non plus dans le cerveau de la personne. Cet attachement, on va le contenir et on va l'accompagner. On parlait tout à l'heure de proximologie. Et puis c'est Judith Mollard-Palacios, que vous connaissez bien, qui parle de juste proximité, parce qu'on en a un petit peu, voilà, la juste distance, elle n'est pas juste si elle est distante, j'aurais tendance à dire. La juste proximité, pour autant, il faut absolument l'accompagner. Et vous mettez le doigt plus sérieusement sur un enjeu je vais vous utiliser un mot que vous n'aimez pas, le management, un enjeu d'accompagnement des professionnels. Les autoriser à considérer la personne dans sa singularité, dans ses affects et dans ses émotions et à s'en rapprocher suffisamment ou de façon juste, de façon à la fois justesse, c'est aussi mettre autour de ce professionnel tout un système de protection pour que ça ne soit pas dangereux pour lui de le faire. De même, on met un système de protection pour que ça ne soit pas épuisant de travailler 24 heures sur 24 auprès de cet aidé-là, sachant que l'aidant le fait peut-être 360 jours par an, et le professionnel 6. Et ça s'accompagne, quel est l'un des moyens ? Autoriser l'attachement, plutôt que de l'interdire par pitié, y compris en accueil familial. Enfin bon, c'est là d'où je viens aussi. Autoriser l'attachement, mais ne jamais laisser la personne seule. Ne pas laisser le professionnel seul avec sa relation d'attachement à son patient,
et ne pas laisser l'aidant seul dans sa relation d'aidant. C'est-à-dire que c'est forcément, on est dans l'éthique, c'est forcément collectif. Et pourvu qu'on y soit plusieurs à intervenir ensemble, dans nos différences de sensibilité, dans nos différences d'interprétation, dans nos différents avis, pour qu'on ne soit pas tout seul et qu'on le fasse ensemble mieux. Merci.